Waouh. C'est classe. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette première séance Meetup du Lille Android User Group de 2025. Merci pour votre présence on remercie aussi Zenica pour leur accueil. Bravo, bravo. Merci. Et merci à nos deux speakers. Donc je laisse peut-être le représentant de Zenica laisser un mot. Merci, bonsoir. Est-ce que vous connaissez déjà Zenica ? Oui. Ouais, cool. Bon, alors si vous connaissez déjà Zenica, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, mis à part que comme vous voyez, on a une super salle qui est vachement bien pour accueillir des meet-up. On a eu une présentation de Defleur il y a quelques temps. Aujourd'hui, le Lille Android User Group. Si vous avez d'autres amis qui sont dans le monde du dev, qui ont envie d'organiser des événements, qui ont besoin d'une salle où à la fin on offre aussi des chips et à boire, prévenez-les, on est ouvert. D'accord. Merci. Merci, je laisse la main au premier speaker pour son premier talk. Bonne soirée. Merci. Salut à tous. Moi, c'est Anthony. Je suis du coup senior back-end développeur chez Decathlon et je bosse donc depuis fin 2022 chez Decathlon. Il y en a qui connaissent Decathlon. Je bosse du coup pour une application mobile qui s'appelle Cubin Store, donc à destination des collaborateurs en magasin. C'est une application Android uniquement et c'est une sorte de couteau suisse. Il y a une multitude de fonctionnalités dedans, donc consultation de catalogue produits, des prix, des stocks, des comptes clients, etc., etc., les performances de magasins. Et donc je vais vous parler pour que cette application fonctionne et pour avoir toute cette data et la structurer, il y a beaucoup de data. On lui a apposé donc un back-end. Je vais peut-être perdre des gens là du coup, mais donc je vais vous parler ce soir de BFF, de back-end, et des travaux qu'on a effectués sur la dernière année, une grosse migration qu'on est en train d'entreprendre sur ce BFF. Je vous parlais d'abord de l'architecture actuelle, historique, qui a quelques années, et des challenges qu'elle nous pose au quotidien. Et du coup, cette nouvelle architecture à laquelle on se dirige et comment elle peut répondre à nos besoins. Et je ferai un petit tour sur les petits outils qu'on utilise pour organiser tout ça. Donc, première chose, est-ce que tout le monde connaît le pattern BFF ici? Alors certains, oui, forcément, mais oui, je pense. Oui. Ouais, forcément. Alors ça commence à être vachement connu et bien en vogue ces dernières années, mais du coup, je vais passer vite fait dessus. Donc, c'est bien. Normalement, un service back-end qui est spécialement dédié à une application spécifique. Et donc son usage, enfin son but, c'est du coup d'aider l'appli front-end à laquelle elle est apposée en structurant la data un maximum pour éviter la logique métier côté front. Donc chez Decathlon, du coup, on a ce standard en fait où on a identifié vraiment des principes pour tous les BFF à faire qu'on doit créer chez Decathlon. Du coup, vous pourrez le voir. Enfin, je mettrai peut-être le lien du coup pour ceux qui sont chez Decat. Donc rapidement, comme je disais, ça doit servir une seule expérience. Ici, autonomie et time to market qui doit avoir la priorité, c'est-à-dire que on va préférer dupliquer la logique métier en général plutôt que d'essayer de rendre générique les choses, essayer de mutualiser des morceaux de code comme on peut le faire sur des grosses API, parce que là le but c'est vraiment d'aller vite et de faire les choses bien, mais d'aider le front un maximum. Chose importante, le BFF doit être les équipes front doivent avoir l'ownership du BFF. Ça c'est super important parce qu'elles sont responsables du déploiement de leur propre BFF. C'est un peu un système hybride, c'est pas vraiment un back. C'est pas une API classique. Et ça doit pas interagir directement avec une base de données. C'est-à-dire le BFF doit pas être maître d'une data, producteur d'une data primaire. Petit astérisque, c'est l'exception, c'est le cache, par exemple. Il peut avoir un cache pour garder un peu de data, mais voilà, il n'en est pas propriétaire. Bon, je passe vite fait sur ces archétypes qu'on a identifiés chez Decat, mais en gros, c'est que nous, on est sur le backend proxy.
C'est-à-dire que c'est le cas le plus utilisé, c'est-à-dire que le BFF, son rôle va être d'appeler toutes les API dont on a besoin pour aller chercher la data, l'organiser, la préformater pour que le front, il ait juste à l'afficher un maximum, sans avoir de logique métier derrière. On décale tout sur le back-end. Et donc, plus sur Cube-in-Store ici, avant de parler de l'archi elle-même et des problèmes qu'on a eu. Donc, Cube-in-Store, il y a 6 feature teams, chez nous. Donc d'environ 4-5 développeurs Android, front, qui font du Kotlin. On a quelques contributeurs externes et on a actuellement, alors dans l'archi historique, une team back-end qui se charge d'aider ces feature teams dans le dev back, mais c'est surtout qu'actuellement c'est elle qui a l'ownership. C'est l'équipe back-end qui s'occupe de déployer à chaque release cycle l'appli, c'est elle qui a la responsabilité. Donc elle a ce problème d'ownership dont je parlais plus tôt. Je vais en reparler après. Donc maintenant l'archi en elle-même, l'archi actuelle, bon vite fait. Actuellement c'est déployé chez AWS, on a plusieurs microservices comme ça. C'est pas mappé sur chaque feature team, c'est un peu arbitraire. Voilà, c'est historique, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est déployé à chaque fois en un seul bloc. Parce qu'il y a beaucoup de code partagé, beaucoup d'adhérence entre les microservices. Et donc voilà, les problèmes qu'on a rencontrés. Alors j'ai gardé le suspense jusque-là, mais le plus gros de tous, c'est que ce BFF, il y a quelques années, il a été créé initialement en JavaScript. Qu'on a migré progressivement en TypeScript, parce qu'on n'est pas complètement fou. Mais on voit quand même qu'il y a un problème d'expertise qui se pose, c'est-à-dire qu'on a toutes ces équipes, ces développeurs front qui font du Kotlin, ils n'ont pas forcément envie d'apprendre un nouveau langage juste pour faire du BFF. Souvent des petits combats entre JavaScript et Kotlin qui sont intéressants. Mais voilà, et aussi cette perte d'intérêt avec le temps où les développeurs front presque traînent les pieds et veulent pas aller toucher au BFF JavaScript et parfois mettre du coup cette logique métier plus côté front en Kotlin parce que c'est plus simple et on va avoir des passes plats avec le BFF qui vont servir à pas grand chose. On a aussi donc ce release cycle, ce cycle de déploiement qui est fixe, assez rigide et synchronisé avec celui d'Android, qui est de 3 semaines, donc c'est assez long quoi, qui est dû à cette inertie peut-être avec le Play Store par exemple, et c'est un peu historique et comme je dis ici, on a ce besoin un peu inutile de coordination entre le front et le back. Parce que souvent on se retrouve à devoir déployer le BFF quelques heures avant l'appli Android, donc ça crée un stress, et parfois on a même vu le déploiement du BFF qui ne se passait pas comme prévu, comme par hasard, et l'appli Android était déjà au départ vers les stores, vers les devices, et elle se retrouve dans une version qui n'est pas compatible avec le BFF, qui n'a pas réussi à se déployer. Enfin bref. On a aussi eu au fur et à mesure ce besoin grandissant exprimé par les équipes d'autonomie et d'indépendance, dans le sens où donc ces 6 équipes finalement sont très hétérogènes, elles ont toutes des roadmaps et des rythmes de travail différents, elles n'ont pas le même niveau d'exigence non plus entre une équipe qui s'occupe par exemple du panier client et du paiement par rapport à une équipe qui va s'occuper d'une feature plus interne pour les collaborateurs, genre des indicateurs de performance, etc. Et donc on avait parfois, même assez souvent, des déploiements qui étaient bloqués parce qu'une équipe elle disait que sa feature n'était pas stable, mais quand on déploie tout en même temps, il fallait que tout le monde soit OK. D'ailleurs côté Android, ils ont ce petit rituel qu'ils appellent le go no go, où tout le monde doit dire go ou pas go, et si c'est pas go, on est obligé de décaler le déploiement. Et enfin, donc on a aussi cette divergence par rapport à l'idée initiale du BFF qui est normalement de faciliter le travail et de laisser de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de logique côté front. Voilà, j'ai remis ici le récap, c'est que donc on a ce problème de langage, forcément le plus important, le JavaScript. Le cycle de release qui n'a pas trop lieu d'être pour un back. C'est-à-dire qu'on est capable, nous, de déployer n'importe quand.
On n'a pas cette inertie avec les stores et ce besoin d'indépendance pour éviter des blocages entre équipes. Et donc cette divergence, comme je disais. Voilà. La nouvelle archi. Alors avant d'aller dessus, je fais une petite pause sur la loi de Conway. Je sais pas si ça parle à tout le monde, quoi. Je vais passer assez vite dessus parce que c'est assez complexe. Voilà, il y a une phrase qui dit ça. Je vous la passe vite fait. C'est que en gros, les organisations qui conçoivent des systèmes en général, elles sont contraintes à créer des systèmes qui vont refléter leur structure de communication. C'est un peu gros dit comme ça, comme lui, là. Mais en gros, ça veut dire simplement que, en fait, si on a 6 feature teams, on va tendre la plupart du temps vers 6 services, 6 microservices, parce que c'est plus simple à gérer pour les équipes. Bon, c'était la petite parenthèse, mais du coup, c'était pour dire que on est parti naturellement sur 6 services indépendants. Bon, c'est chez Google Cloud, mais c'est un petit détail. Mais voilà, 6 services complètement indépendants et autonomes, donc chaque bien identifié avec leur path. On a le nom des équipes là. Et donc maintenant, ce qu'on a apporté dans cette nouvelle archi, le premier point, vous pouvez le deviner, c'est on passe à Kotlin sur un back en Ktor, pour le petit détail. Donc ça va aider grandement sur la productivité, forcément. On aura plus besoin de dépendre d'une équipe back qui sait faire du JS. Plus meilleure homogénéité forcément avec la code base front, où on va pouvoir partager les data classes par exemple entre Android et le back. Ici j'ai mis plus de services un peu clandestins. Bon, c'est la petite anecdote, c'est qu'on avait même une team chez nous qui refusait complètement de faire du JavaScript et elle a décidé de créer son back en 14 justement en Kotlin. Il y a déjà avant que cette archi arrive, ils avaient déjà fait une partie du travail. Finalement, ils étaient dans la bonne direction. Voilà, donc maintenant ils vont être intégrés dans toute cette nouvelle codebase. Donc la codebase, justement, un peu plus de détails ici sur l'orga du projet lui-même. Donc c'est un multimodule Gradle. On a les apps, chaque team est bien identifié avec son dossier et son serveur, donc c'est son instance derrière, son serveur qui va pouvoir être déployable indépendamment. Et on a cette partie libs qui va être plus maintenue par une team back-end qui est en fait plus moi pour l'instant. Mais l'ownership, elle reste côté des équipes front, c'est-à-dire que la partie libre, c'est juste un squelette. On fournit des plugins, des choses qui vont pouvoir aider dans le boulot de tous les jours de ces équipes front. Mais et voilà, ça reste les équipes front qui sont indépendantes pour déployer. Et donc j'ai mis ownership ici, les code owners, pour la petite histoire. Je sais pas si vous connaissez le mécanisme des code owners de GitHub. C'est simplement que ça permet de définir des scopes dans un repo. Vous pouvez dire, par exemple, le dossier de Navigate, il appartient seulement à l'équipe Navigate, c'est-à-dire que les PR qui touchent au fichier de Navigate seulement doivent être approuvés juste par cette team. Si elles sont approuvées par quelqu'un d'une autre équipe, en fait, ça ne fait rien. Donc, ça permet un peu de donner de cloisonner dans un même repo les choses. Bon, voilà. C'est une petite sécurité en plus. Voilà, donc. Maintenant pour la partie recycle, comment on essaie de tacler la chose, c'est alors historiquement, on utilisait ce vieux modèle Gitflow. Alors, encore une fois, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais il est assez connu, c'est-à-dire que c'est simplement ce fameux modèle où on a cette branche master, qui reflète la prod normalement, la branche develop, qui du coup diffère un peu de cette master. On a déjà 2 sources de vérité, puis toutes ces branches hotfix, etc. Et ça va créer beaucoup de conflits. Alors, je sais pas si vous avez jamais eu de conflit avec ce modèle. Bravo. Mais et donc le but de tout ça, c'était d'oublier tout ça et de partir sur un modèle de trunk-based, qui est en gros, donc on a cette branche main et une seule source de vérité. Peu importe l'environnement derrière, prod ou pré-prod, on a une seule code base. Et donc tout est géré plus avec des fichiers de configuration. Mais ça évite justement ces différences et ces surprises qu'on a au bout par exemple, de 3 semaines, comme on avait avant. Au moment de déployer, on merge et il se passe des choses qu'on n'avait pas
auquel on s'attendait pas. Mince. Donc justement, pour arriver à tout ça avec une seule code base, comme je disais, il y a une partie configuration, donc on a une conf prod, une conf pré-prod, et en plus de ça, on a surtout mis l'accent sur le feature flipping, c'est-à-dire il faut être capable d'activer, désactiver des choses à la volée. Par exemple, pour une équipe QA, elle va pouvoir tester même des choses en prod. En fait, on pourrait avoir des features qui sont accessibles qu'en prod. Enfin, en prod juste pour une certaine partie des personnes ou des magasins presque, ou d'un pays entier. Et donc voilà, on a moins de hotfix, c'est-à-dire que on est capable, par exemple, de désactiver une feature si on sent qu'elle n'est pas stable et qu'en fait ça fait pire que mieux. Voilà, plus de confiance dans le déploiement pour les feature teams. Voilà, c'est moins ce problème, comme je disais, au bout de 3 semaines, on n'est pas sûr, ça fait 3 semaines qu'on l'a fait. Là, on fait des incréments beaucoup plus réguliers. Donc, petite parenthèse sur ce déploiement, justement, c'est qu'avant, bah, voilà, on pouvait attendre 2-3 semaines avant d'avoir une feature qui arrive en prod pour que l'appli Android, les développeurs Android puissent enfin l'utiliser. Là, maintenant, à partir du moment où l'API a émergé, on peut déployer en 2 minutes 30. L'équipe QA, elle teste, tout est OK, tous les indicateurs sont ouverts, on peut déployer en prod en moins d'1 minute. Et voilà, ça y est, c'est en prod et c'est utilisable directement par l'appli Android. Et je mets l'accent ici sur le same artifact, c'est-à-dire que c'est vraiment le même build qui a été testé en prod production qu'on met en prod. Donc c'est une image Docker. Alors, on la déploie. Là, vous voyez la version pré-prod avec tout un timestamp, tout ça. Dès qu'elle est OK, on vient juste la retaguer avec une version prod. C'est le même qu'on redéploie. Il n'y a pas de delta possible qui est introduit parce qu'on rebuild une version prod. Tout ça, c'est cool de pouvoir faire ça. Évidemment, il n'y a pas que ça qui entre en compte, mais voilà. Il peut y avoir des problèmes enfin, je pourrais te dire, je pense, la partie Android, entre les debugs et les releases. Et enfin, donc, ici, quelques outils qu'on utilise pour organiser tout ça. Forcément, Sonar, je pense que tout le monde a entendu parler, pour gérer toute la qualité et le coverage. Ici, j'ai mis aussi CodeSmell parce que on est sur des équipes qui ont plus l'habitude de faire du front. Alors, c'est pas mieux, c'est juste différent de faire du back. Et il y a des choses parfois que Sonar peut capter, que les équipes auraient pas vu. Donc ça nous aide pas mal. Catalint, lui, il nous aide pas forcément, mais au moins il permet de gérer une convention sur tout le projet, même si on a des équipes indépendantes. C'est quand même bien d'avoir une convention de code sur le projet entier parce que des fois on peut avoir des gens qui qui changent d'équipe. La partie integration test, ça pourrait même faire l'objet d'un talk séparé tellement c'est un gros morceau parce qu'on utilise on s'est mis à utiliser Cucumber et Gherkin. Alors Gherkin qui est un langage spécial qui permet de définir des scénarios de test. Alors je sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est vachement intéressant parce que du coup ces morceaux de Kotlin derrière ça fait des briques qu'on peut mettre ensemble pour faire des tests, c'est assez cool. Et on a aussi Consist du coup qui permet en gros d'écrire des unit tests qui vont tester la codebase elle-même, genre ça peut être des conventions sur les noms de fichiers par exemple, mais j'en dis pas plus parce que du coup Baptiste va nous en parler après. Et donc voilà, sur la fin, donc pour les next steps, rapidement, on a l'idée de faire par exemple des starter templates parce qu'on a vu qu'on n'était pas les seuls à faire des BFF chez nous avec Ketor. Peut-être ça pourrait être intéressant de créer des templates, des presets pour que les teams elles puissent commencer à coder très rapidement avec toute l'infra, le déploiement derrière. Et surtout, un autre point intéressant, c'est OpenAPI. On le fait pas encore, mais ça devrait arriver prochainement. C'est que OpenAPI est capable de générer à partir d'une spec. OpenAPI, je pense, ça parle à tout le monde. Une spec OpenAPI qui décrit un endpoint. On peut, à partir de ça, générer une librairie Kotlin qui va s'occuper d'appeler ça avec les bons paramètres, les bonnes URL, sans qu'on ait à s'occuper de la structure de l'URL.
Donc, par exemple, on peut avoir ça côté Android actuellement, avec toute une URL compliquée, des headers obligatoires, pas obligatoires. Donc OpenAPI peut nous générer plutôt une lib qu'on a déjà intégrée directement, tout est versionné, on lui passe juste les bons paramètres, on a quelque chose qui est plus business, ici le getProductById, voilà, ça parle, et derrière l'URL, tout est géré par cette lib, et si on change un jour un param, quelque chose, il y a plus ces problèmes de synchronisation entre les équipes. Il suffit de mettre à jour la lib, régénérer la lib avec la nouvelle spec. Voilà, ça devrait arriver, je vais y travailler. Voilà pour moi, pour le BFF, et je vais laisser la main à Baptiste pour parler de consistent. Une question. Vas-y. Du coup, avec le trunk-based développement, comment tu gères les hotfix? Je la pose à chaque fois. Comment tu gères le hotfix? Tu reprends ton tag que tu as déployé en prod. Tu peux le tester en local et le redéployer directement. Du coup, tu recrées une branche à partir du tag. Oui. Ok. En fait, tu check out sur le tag que tu as déployé en prod, tu fais une branche, tu peux le redéployer tel quel, et puis après il suffit de resynchroniser sur la master. Okay. Le problème qui se posait, c'était plus avant on avait un environnement spécial hotfix où l'équipe QA elle avait besoin de, c'est pour ça que t'en parles, l'équipe QA avait besoin de tester ce hotfix avant de le déployer, donc il y avait un environnement spécial pour eux, et là on l'a plus. Mais la question, c'est du coup, le problème qui se posait, c'était comment on teste. L'idée, c'est juste de tester en local, mais de donner tous les outils possibles pour tester en local. Parce que c'est ça, normalement, enfin, c'est mon avis. On teste en local le hotfix et on le déploie si c'est OK, quoi. Bon. Comme une feature, en fait. Ce qui se dit souvent, c'est qu'en trunk-based, les hotfix, en fait, un hotfix, c'est juste un déploiement qui se fait pas dans le release cycle habituel, mais finalement, s'il y a plus de release cycle, il y a plus vraiment d'hotfix. Un hotfix, c'est une feature. Et du coup, ça évite d'avoir un environnement dédié au hotfix. Voilà, surtout. Et du coup, ça coûte moins cher. Merci pour la question. Ah, vas-y. Bonjour, merci pour le talk, c'était très intéressant. Moi, j'aurais juste une question, c'était, comme tu l'avais dit juste avant, en fait, faire un BFF par rapport à faire un front, c'est quelque chose qui est différent. Donc, que ce soit par exemple, comment en fait, ma question c'était plus, comment s'est déroulée la transition avec les équipes sur, par exemple, des choses, on fait pas du back comme on fait du front. Donc, par exemple, quand on fait un endpoint, par exemple, je sais pas, le header accept language, les HTTP codes, quand on jette une exception, il faut bien penser à la loguer pour avoir le bon niveau d'information. Ouais. Enfin voilà, comment s'est passée la transition pour l'équipe? Après, on va dire historiquement, il y avait toujours une équipe back, comme je disais, qui était là en support. Le truc, c'est qu'elle était responsable. On mettait plus la pression sur cette équipe back pour quand on n'arrivait plus, on les laissait gérer. Donc les équipes front finalement ont déjà beaucoup cette appétence pour le back. On a eu cette chance quand même, c'est que les équipes front ont déjà beaucoup bossé sur le back, mais ouais, il y a toujours cette petite équipe back qui sert de rempart. Et je sais pas comment dire de plus quoi dire de plus que ça. On a des bonnes équipes qui bossent bien et qui font attention à ça, et on essaie de, voilà, grâce au pull request et tout, on fait attention à ce qui passe. Et puis après on est assez indulgent sur les erreurs possibles, voilà, mais ça se passe plutôt bien. Je sais pas quoi le dire de plus. C'est déjà très bien. c'est pas une API comme classique, une API classique, c'est-à-dire que là on est sur cette hybride où il y a moins de risques, c'est plus facilement maintenable qu'une grosse API où là on a ces questions de parallélisme, de requêtes, etc., de charge serveur. Là on y fait un peu moins attention, mais plus indulgent. Okay. Merci.
Alors, je sais pas si la question a été posée. Vous avez pensé ensuite éclater les 6 microservices, enfin les 6 feature teams avec des bounding contextes, Alors, bonne du contexte dans le sens des DDD. contextes bornés où on met la base de données, le microservice, tout ça isolé et chacun. Du coup, est-ce qu'il y a des notions par rapport à ça, enfin des projets où Pour l'instant, on n'est pas allé jusque là. C'est vraiment là l'idée, c'était vraiment juste d'avoir des instances séparées. Mais là, je pense, c'est vous parlez plutôt de côté DDD ou du coup, ouais, c'est enfin plus archi DDD. Bon après, Ouais. mais pour savoir parce que moi j'ai vu des talks dernièrement, justement ils recommandaient ce genre de d'archi et donc qui était différente du BFF quoi. Donc et donc là ma question en fait c'était pourquoi le BFF et pourquoi pas passer vers ce genre de d'archi où c'est bien isolé et du coup où ça a plus de sens. Enfin ou alors peut-être que tu as des explications pour donner les avantages du BFF par rapport à pour bien comprendre la différence entre le bounding context et le BFF quoi. Et pourquoi vous avez utilisé le BFF et j'avoue que je suis pas sûr de comprendre parce qu'actuellement, on a bien isolé chacun des services quand même au niveau de l'infra. Chacun est indépendant. La seule chose qui est en commun, bon, c'est une instance de cache, mais elles ont même pas de base de données normalement, donc c'est plus simple déjà à gérer comme infra. Je sais pas si ça répond à la question, mais non, en fait, c'est parce que moi j'ai vu que l'application, tu disais avec les codes ownership, tout ça, tout était Ouais. dans la même application, Ouais. tu vois. Donc, Bah, et en non, fait, c'est pas. ah non, justement, il y a quand même des livrables séparés. C'est un seul monorepo, mais on a une appli on a plusieurs applis dedans qui sont déployables indépendamment. Ok. Mais on a une codebase quand même commune, mais chacun peut déployer son jar séparément. Ouais, c'était parce que j'étais juste curieux pour savoir si ça pouvait s'implémenter ce genre de d'archi sur à partir d'un BFF facilement. Et donc, en tout cas, enfin, merci pour. Je pense que ça finalement ça s'y apparente quand même. Ok. Enfin, on est vraiment sur un hybride microservice. C'est vrai qu'on tend vers ça finalement. Ça marche, merci. Alors moi j'ai une question par rapport à Ktor. Est-ce que vous avez testé d'autres frameworks ou pourquoi vous avez porté votre choix sur Ktor? C'est une bonne question. Alors moi historiquement j'ai fait énormément de Spring pendant une dizaine d'années, Spring Boot et donc je connaissais pas vraiment Kotlin finalement il y a encore 2 ans, j'en faisais pas tant que ça. Donc il y a eu aussi cette question de passer à Kotlin et passer sur un framework que je ne connaissais pas vraiment. J'avoue avoir eu des hauts et des bas. Le seul que j'ai testé donc c'est Spring pour voir si ça s'y prêtait pas plus parce que c'est un peu le choix par défaut quand on fait un bac. Et là il fallait garder en tête il fallait que ça soit quand même accessible pour des équipes front qui ont moins l'habitude de faire du bac. Encore une fois, c'est pas méchant, mais juste le fait que Ktor soit développé pur Kotlin avec Kotlin en tête directement. Donc c'est des fonctions extension, des lambda, des DSL vachement accessibles et beaucoup moins de code caché magique comme Spring. Donc ça c'est vraiment pour la comparaison avec Spring. Finalement on est plus parti là-dessus, puis on a vu aussi finalement comme cette équipe qui avait déjà développé une partie de cette petite équipe qui avait déployé son PFF en Ktor déjà, ça a joué aussi dans la balance. On voulait pas leur faire réécrire tout en Spring. Et puis d'autres BFF chez Decat avaient déjà commencé à tester Ktor. Mais c'est vraiment le côté pur Kotlin qui a joué, je pense. Et ça se passe très bien puisque les équipes Android sont comme chez elles, quoi. Vraiment, voilà. Merci. Merci à tous. Merci au speaker pour son talk et à vous pour vos questions. Et on peut basculer vers le deuxième talk.